podcasts du REFP. Dans cet épisode, je vous présente une réflexion sur la privatisation de l'éducation à l'aune d'une recherche doctorale sur les consultants internationaux en éducation. Ma thèse portait sur cet objet que sont les consultants internationaux en éducation et sur leur implication dans la transnationalité des normes en éducation et plus particulièrement dans les politiques éducatives des pays d'Afrique subsaharienne à travers la coopération internationale. Je vais ainsi réaliser, en premier, une courte présentation de la méthodologie et des résultats de cette recherche sur les consultants, puis, en deuxième, apporter des éléments de réflexion sur leur rapport à la privatisation de l'éducation. Il paraît très intéressant de se questionner sur l'interrelation entre les consultants et la privatisation de l'éducation. Dans l'imaginaire commun, mais aussi dans la littérature scientifique, les consultants semblent être les premiers responsables de cette privatisation pour deux raisons majeures. La première, les consultants sont souvent identifiés comme responsables du développement du New Public Management, soit l'apparition des pratiques du privé dans le domaine public, que ce soit la gestion par les chiffres, accountability, ou toute utilisation de méthodes du monde de l'entreprise. La deuxième serait que les consultants impliqués dans le développement d'établissements scolaires privés seraient moteurs de cette politique. On nomme cette façon de considérer que l'action publique est dirigée et menée par les consultants et les cabinets de conseil la consultocratie, concept développé par Christopher Hood et Michael W. Jackson en 1991, qui consistait à décrire cette montée en puissance des consultants dans l'action publique. À travers mes recherches, j'ai donc été amenée à questionner ce concept et cette perception de ce que sont et de ce que font les consultants, partagés par beaucoup. Les consultants sont-ils responsables de cette privatisation des systèmes éducatifs? Qu'en est-il réellement? Qu'en disent-ils? Quelques éléments méthodologiques pour vous expliquer comment j'essaie de répondre à ces questionnements. Ma recherche a consisté à définir ce que sont les consultants internationaux en éducation afin de mieux comprendre leur implication dans l'action publique. Tout d'abord, j'ai commencé par définir ce qu'ils n'étaient pas. En effet, la meilleure façon d'expliquer qui ils sont était de définir de prime abord les frontières de cette activité, soit ce que les consultants ne sont pas, tout comme Howard Baker l'a fait pour les artistes en 1982. Les consultants internationaux en éducation ne sont donc pas les auditeurs, c'est-à-dire les grands cabinets d'audit qui n'ont pas la capacité d'apporter une expertise fine et précise en éducation, ou pour qui les budgets dans ce secteur sont trop peu importants. Ce ne sont pas les consultants nationaux, des consultants qui exercent leur activité professionnelle dans un seul pays, leur pays d'origine. Enfin, à la frontière, se situent aussi les consultants sortants, ceux qui ne parviennent pas à s'en sortir financièrement, ou ceux qui ne sont plus alignés avec les pratiques de leur cabinet de conseil ou des pratiques qui leur sont imposées par le fonctionnement de la coopération internationale. À travers une enquête ethnographique hors et en ligne, c'est-à-dire auprès des consultants dans leur activité, dans des cabinets de conseil, sur des projets de coopération internationale, et dans leur activité en ligne, sur LinkedIn, des blogs, des groupes WhatsApp, j'ai analysé la carrière, les interactions et les représentations de ces acteurs. J'ai doublé cette enquête avec la conduite de 75 entretiens semi-directifs avec des personnes qui se considèrent ou sont considérées comme des consultants, tout en excluant ceux qui se trouvent aux frontières. Enfin, j'ai récolté des centaines de documents numériques de ces consultants à travers l'ethnographie hors et en ligne et lors des entretiens. Ainsi, sans trop rentrer dans le détail de cette méthodologie, je suis parvenue à identifier 3 idéotypes des consultants internationaux en éducation. Cette typologie décrit la façon dont les consultants légitiment leur rôle et leur activité professionnelle. Il y a les puristes, qui respectent et appliquent les normes, les équilibristes, qui jouent avec les normes, et, enfin, les entrepreneurs, qui créent de nouvelles normes. Je ne reviens pas sur la description de la typologie, mais je l'utilise comme un outil d'analyse pour décrire les tendances des consultants en fonction du cadre d'action publique dans lequel ils se situent. Ici, nous menons notre analyse dans le cadre de la privatisation de l'éducation.
D'un côté, il ressort que les consultants respectent la politique en œuvre pour faire vivre leur activité professionnelle et participent donc à la privatisation de l'éducation. Par exemple, ils vont faire les études de marché pour des investisseurs privés afin de développer de nouveaux établissements scolaires privés. C'est notamment le cas pour les consultants qui s'inscrivent dans la politique française en faveur du développement de l'enseignement français, dont 4 pays d'Afrique subsaharienne sont prioritaires, et le développement de l'enseignement plurilingue. Dans ce cadre, respectant les normes, ces consultants individuels ou petits cabinets de conseil relèvent ici du type puriste. Toutefois, d'un autre côté, les consultants interrogés et ethnographiés dénoncent aussi la privatisation de l'éducation. Dans de nombreux rapports d'organisations internationales des dernières années, les consultants internationaux en éducation, qui sont les auteurs de ces écrits, identifient cette montée de la privatisation de l'éducation et analysent ce qu'elle produit dans le paysage éducatif et politique. À titre d'exemple, dans des études menées sur la privatisation de l'éducation, les consultants mettent en exergue les phénomènes qui sous-tendent tels qu'une augmentation de la shadow education, la difficulté de mesurer l'efficience et la qualité de l'enseignement produit, ou encore l'augmentation de la précarité de la profession enseignante. Dans un rapport d'analyse d'un système éducatif, l'auteur, un consultant, a identifié que le développement des écoles religieuses bénéficie de la privatisation des systèmes éducatifs. Une anecdote revenait régulièrement de la part des consultants. Il raconte que, lors d'une réunion avec des cadres de l'éducation, voire des ministres de l'éducation, ils ont demandé aux personnes présentes où sont scolarisés leurs enfants. En réponse, rares sont ces personnes qui scolarisent leurs enfants dans le système éducatif public. Cette problématique est souvent soulevée dans les propos des consultants, telle une antinomie d'après leur représentation. Dans ce cadre, les consultants vont se montrer déviants, mobilisés à contre-courant de cette tendance politique actuelle. Tels des entrepreneurs, ils proposent des alternatives, produisent des stratégies pour contrer ce phénomène ou encore refusent et rejettent des projets qui pourraient y participer. Finalement, l'introduction de l'approche par les résultats et de l'accountability dans l'action publique est souvent attribuée aux consultants. Ces approches exigent le recours à des outils et des pratiques du privé pour renforcer leur offre d'enseignement en faisant appel à des experts pour former les enseignants par exemple. De plus, certains consultants participent grandement au développement d'établissements scolaires privés en proposant leurs services pour réaliser des études de marché et en accompagnant les investisseurs dans la création ou la rénovation des établissements. Ces consultants utilisent alors les normes actuelles pour faire vivre leur activité professionnelle. Dans ce mécanisme d'action publique, il s'avère que les consultants ne sont pas forcément favorables à la privatisation de l'éducation et qu'ils sont soumis aux politiques en place, avec un profil d'entrepreneur et parfois de puriste, selon le cadre dans lequel ils interviennent. Nous découvrons ici tout un paradoxe sur les consultants internationaux en éducation qui œuvrent en faveur de la qualité de l'éducation et l'amélioration des systèmes éducatifs, tout en étant soumis aux politiques publiques et réalités économiques actuelles. La recherche est en cela d'intéressant qu'elle remet en cause les préjugés que l'on peut avoir et qu'elle ouvre de nouvelles perspectives et d'autres angles à nos questionnements. Comment les consultants participent à l'amélioration de la qualité ? Comment peuvent-ils éviter cette privatisation de l'éducation s'ils la redoutent tout autant que beaucoup d'autres acteurs ? Comment peuvent-ils participer à de tels changements ?